Aujourd'hui, on plonge dans cet univers fascinant, mais bon, parfois un peu complexe, des crypto-monnaies. On a devant nous tout un tas de notes, d'articles, bref, un lexique pour essayer de décrypter ce fameux crypto-mindset. L'idée, c'est de comprendre ce jargon. Pas juste pour faire bien, mais pour saisir ce qui se passe vraiment derrière les mots. Parce que parfois, une expression, ça peut tout changer. C'est exactement ça. Et maîtriser ce vocabulaire, ce n'est pas qu'une affaire de trading, loin de là. C'est vraiment la clé pour comprendre les innovations, les mécanismes économiques, parfois un peu contre-intuitifs, et bien sûr pour mieux cerner les risques. C'est un peu comme apprendre les bases d'une langue avant de visiter un nouveau pays, quoi. D'accord, alors commençons par le commencement, les fondations. Le mot qu'on entend absolument partout, blockchain. Si on devait résumer très très simplement, c'est quoi l'essentiel ? Alors, imaginez un immense registre comptable numérique. Mais il est public, partagé entre des milliers d'ordinateurs. Chaque transaction y est inscrite de façon transparente, super sécurisée par la cryptographie. Et surtout, une fois que c'est écrit, personne ne peut le changer. C'est cette base décentralisée et immuable qui rend possible l'existence des crypto-monnaies. Ok, et donc les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether, ce sont ces monnaies numériques qui utilisent ces blockchains. Oui, ce sont, disons, les pièces natives, si on veut, de leur propre blockchain. Sécurisées par la cryptographie, comme on disait. Mais attention, il y a une nuance importante. Il faut aussi parler des tokens. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah, voilà, ça c'est intéressant. C'est quoi la différence fondamentale entre une crypto native et un token ? Une crypto comme Bitcoin, elle a sa propre autoroute, sa propre blockchain. Un token, lui, c'est plutôt un jeton, oui, qui va emprunter une autoroute existante. Souvent celle d'Ethereum d'ailleurs. Et ce token, il peut représenter plein de choses différentes. Un droit de vote dans un projet, ça, c'est un token de gouvernance. Ou alors un accès à un service, un token utilitaire. Ou même un actif du monde réel, comme une part d'immeuble. C'est beaucoup plus souple en fait. D'accord, je vois. C'est plus flexible, mais ça dépend de la blockchain sur laquelle il est construit. Exactement. La sécurité dépend de la blockchain d'accueil. Compris. Donc, on a ces actifs numériques, mais le souci, c'est que leur valeur, elle fait souvent le yo-yo. C'est là que les stablecoins entrent en jeu. C'est ça, pour apporter un peu de calme. Tout à fait. Le stablecoin, c'est une crypto un peu spéciale. Elle est conçue pour que sa valeur reste stable. Comment ? En général, elle est adossée, collée à une monnaie classique, une monnaie fiat. L'exemple le plus connu, c'est l'USDT qui suit le dollar américain. L'idée, c'est d'avoir une sorte de refuge temporaire quand le marché s'emballe ou un moyen d'échange plus prévisible dans l'écosystème crypto. Et fiat, juste pour être bien clair, ça désigne nos euros, nos dollars, les monnaies émises par les banques centrales qui reposent sur la confiance finalement. Précisément. Donc, les stablecoins, ils font le pont en quelque sorte entre la finance traditionnelle, le monde fiat, et celui des cryptos. Ils sont très très utilisés pour le trading, mais aussi pour des choses comme le staking, dont on reparlera sûrement. Ça permet de chercher du rendement sans être totalement exposé à la volatilité folle de certaines cryptos. Ok, ça c'était pour les bases techniques, c'est un peu plus clair. Maintenant parlons du marché lui-même, de ses humeurs très changeantes. Quand tout semble monter, on entend parler de bull market. C'est quoi exactement ? Oui, le bull market, ou marché haussier. C'est une période où, globalement, l'optimisme règne et les prix ont tendance à grimper de façon assez soutenue. On dit que le sentiment est bullish. Et bien sûr, il y a l'inverse. Le bear market, le marché baissier. Là, c'est plutôt la soupe à la grimace, tendance à la baisse. C'est ça. Et c'est souvent dans un bull market qu'on voit des cryptos atteindre leur ATH. ATH ? All-time high. C'est le prix le plus haut jamais atteint par cette crypto. Son record historique, quoi. C'est évidemment un moment grisant pour ceux qui sont investis depuis longtemps. Mais attention, c'est aussi un moment où beaucoup de gens peuvent entrer sur le marché par pure euphorie au plus mauvais moment. Pour mesurer la taille d'une crypto, on parle souvent de market cap, la capitalisation boursière. Comment ça se calcule et pourquoi c'est un indicateur regardé ? Alors, le calcul est tout simple. C'est le prix d'un jeton multiplié par le nombre total de jetons qui circulent. Son importance, elle est double. D'abord, ça donne une idée de l'échelle du projet. Bitcoin a une market cap gigantesque, d'autres sont minuscules en comparaison. Ensuite, et c'est peut-être plus important, ça donne une indication sur sa masse. Une grosse market cap sera en général moins sujette aux très fortes variations qu'une toute petite.
Il faut beaucoup plus d'argent pour faire bouger le prix d'une grosse capitalisation. Le marché ne monte ou ne baisse jamais en ligne droite. Il y a des secousses. On entend dip. C'est juste une petite baisse. Un dip, oui, c'est une chute assez nette et souvent rapide du prix. Ça peut arriver à cause d'une grosse vente isolée, d'une mauvaise nouvelle, et c'est souvent là qu'on entend l'expression « buy the dip », acheter pendant la baisse, en pariant sur un rebond. Mais il faut faire attention à ne pas confondre ça avec une correction. Ah, quelle est la différence alors ? Une correction, c'est souvent plus profond et ça dure plus longtemps qu'un simple dip. C'est un réajustement plus général du marché après une longue phase de hausse ou de baisse d'ailleurs. Le marché semble chercher un niveau de prix plus fondamental ou raisonnable. Les dips, on en voit tout le temps, c'est la volatilité normale. Une correction, ça peut signaler un vrai changement de tendance. Et là, la market cap est intéressante. Un dip de 10% sur une micro-crypto, bon. Mais 10% sur Bitcoin, ça représente des milliards qui changent de main. Tout ça, c'est pas que des maths, il y a énormément de psychologie qui joue. Le fameux FOMO, on en entend parler sans arrêt. Ah, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est un moteur psychologique ultra puissant dans cet univers. Voir les prix exploser, lire que des gens deviennent riches, ça peut vraiment pousser à acheter dans la précipitation sans réfléchir. Souvent au sommet de la vague, malheureusement. C'est un carburant incroyable pour les bulles. Et à l'inverse, il y a le FUD, le pendant négatif. Exactement, FUD, F-U-D. Fear, Uncertainty and Doubt. Peur, incertitude et doute. Là, c'est la stratégie inverse. On diffuse des informations négatives, des rumeurs parfois vraies, parfois complètement fausses, pour instiller la peur, le doute. Le but, faire baisser les prix, peut-être pour racheter plus bas, ou simplement pour dénigrer un projet concurrent. Arriver à reconnaître le FOMO et le FUD, que ce soit chez soi ou dans le discours ambiant, c'est déjà un bon début pour éviter les décisions prises sous le coup de l'émotion. Face à cette volatilité, ces émotions, il y a différentes stratégies d'investissement. On entend souvent le terme « hodl ». Hodl, oui. C'est devenu une sorte de mème, né d'une faute de frappe sur un forum, mais ça désigne une approche très sérieuse. Ça vient de hold, tenir en anglais. C'est la stratégie de l'investisseur long terme, celui qui croit au potentiel d'un projet et qui conserve ses cryptos, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige sur les marchés, sans paniquer à la moindre baisse, ni vendre euphoriquement à la première hausse. Une autre approche, peut-être plus systématique, c'est le DCA. Oui, le DCA, Dollar Cost Averaging. L'idée est assez simple et très efficace pour beaucoup de gens. On investit une somme fixe, par exemple 50 €, à intervalles réguliers chaque semaine, chaque mois, peu importe le prix de la crypto à ce moment-là. Mécaniquement, sur la durée, ça lisse le prix d'achat moyen. On achète plus de jetons quand le prix est bas et moins quand il est haut. C'est une manière de réduire l'impact de la volatilité et d'éviter le stress d'essayer de timer le marché, de deviner le point bas parfait, ce qui est quasi impossible. C'est aussi utile pour investir des sommes importantes, progressivement sans perturber le marché soi-même, surtout s'il est peu liquide. Donc, HODL et DCA, c'est plutôt pour une vision à long terme. Et à l'opposé du spectre, on trouve le day trading. Oui, le day trading. C'est l'achat et la vente très fréquents, parfois plusieurs fois dans la même journée, pour essayer de capter de toutes petites variations de prix. C'est vraiment l'antithèse du hodler. Mais il faut être très clair, c'est extrêmement risqué, ça demande énormément de temps, une bonne connaissance des outils d'analyse, une discipline de fer, et soyons honnêtes, la grande majorité des débutants y perdent de l'argent. Ne serait-ce qu'à cause des frais de transaction qui s'accumulent. Pour ceux qui pratiquent le trading, même occasionnellement, il y a des types d'ordres spécifiques. Quelle est la différence entre un ordre limite et un ordre market ? Avec un ordre limite, ou ordre à cours limité, on fixe soi-même le prix maximum auquel on est prêt à acheter ou le prix minimum auquel on est prêt à vendre. La priorité, c'est le prix. Le petit inconvénient, c'est que si le marché n'atteint jamais ce prix, eh bien, l'ordre n'est pas exécuté. D'accord. Et l'ordre market ? L'ordre market, ou ordre marché, c'est l'inverse. On dit « je veux acheter ou vendre maintenant, tout de suite, au meilleur prix disponible sur le marché à cet instant précis ». La priorité, c'est la rapidité d'exécution. L'inconvénient ici, c'est que le prix final exécuté peut être légèrement différent de celui qu'on voyait à l'écran une seconde avant, surtout si le marché est très volatile ou peu liquide. On appelle ça le slippage. Et pour se protéger des mauvaises surprises, des chutes brutales, il y a le stop loss. Ah, le stop loss, c'est un outil de gestion du risque absolument fondamental. Vraiment, on place un ordre de vente automatique à un certain niveau de prix en dessous du prix d'achat.
Si jamais le marché se retourne et que le prix atteint ce niveau, la position est vendue automatiquement. Ça permet de couper ses pertes avant qu'elles ne deviennent trop importantes. On peut aussi l'utiliser de manière dynamique. Si la position devient gagnante, on peut remonter le stop loss pour sécuriser une partie des gains. Il y a aussi le concept de break-even. Oui, c'est une utilisation particulière du stop loss. Une fois qu'une position est en gain, on peut remonter le niveau du stop loss jusqu'au prix d'achat initial. Comme ça, si le marché se retourne et revient au point de départ, on sort de la position sans perte, hors frais de transaction bien sûr. C'est une façon de sécuriser son capital initial tout en laissant la possibilité au gain de continuer à croître. Le stop loss et le break-even sont vraiment cruciaux, surtout si on commence à utiliser de l'effet de levier. Justement, l'effet de levier. Ça permet de miser plus que ce qu'on a réellement. On parle de position longue quand on parie sur la hausse avec levier. Alors, une position longue, c'est simplement parier sur la hausse d'un actif. On peut le faire sans levier. L'effet de levier, c'est un outil qui permet d'amplifier cette position en empruntant des fonds à la plateforme. Si le marché va dans le sens espéré, la hausse pour un long, les gains sont multipliés par le levier choisi. Mais, et c'est le gros danger, si le marché va dans le sens inverse, les pertes sont aussi multipliées d'autant. Et on peut être liquidé, c'est-à-dire perdre la totalité de sa mise initiale très très vite. C'est puissant, mais extrêmement risqué. Plutôt réservé aux traders très avertis. D'accord, c'est noté. Passionnant, mais prudent. Sortons un peu du trading pur et regardons le fonctionnement interne de l'écosystème. Comment les transactions sont-elles validées? Les nouvelles cryptos créées?